Bonjour Sandrine, Bonjour Pablo, merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Sandrine, tu es députée de Paris, députée écologiste de Paris. Si je t'ai invité, c'est parce que là, c'est les vacances parlementaires, enfin les vacances à l'Assemblée nationale. Je suis quand même dans mon bureau là. Mais tu es quand même dans ton bureau, exactement. Ça bosse quand même en dehors Exactement. des sessions, un député. Si je t'ai invité, c'est pour parler de la séquence qui vient de se terminer, qui s'est terminée vendredi dernier à minuit. C'est l'examen, avec l'examen notamment de la contre-réforme des retraites proposée par le gouvernement. Donc, bon, tout le monde est au courant, je pense maintenant. Il n'y a pas eu de vote de l'article 7. En grande partie, à cause ou grâce à d'ailleurs, les amendements par centaines des insoumis qui n'ont pas retiré. Quel bilan tu tires de ces 2 semaines d'examen du texte à l'Assemblée nationale? Je pense que déjà ça a été 2 semaines très chaotiques, très tendues, très compliquées à vivre même en tant que député, tu vois. Enfin, c'était pas un moment politique simple en vrai. Et je retiens que, enfin, dans les grands enseignements que je tire à ce jour, parce que c'est le genre d'événement où tu tires des enseignements encore pendant plusieurs semaines après, mais déjà, je trouve que les arguments du gouvernement, ça s'est vu qu'ils étaient inconséquents, enfin, qu'ils étaient nuls, qu'ils étaient à côté de la plaque, voire mensongers, etc. Tout ça, ça s'est très bien vu. Donc ça, je pense qu'on a réussi ça. Je pense aussi qu'on a réussi à montrer que le gouvernement n'avait pas envie de discuter de ce projet de réforme d'une manière générale. Après, moi je pense que ça a aussi montré un peu les limites auxquelles sont confrontés les partis de la NUPES et les groupes parlementaires qui constituent la NUPES. Parce qu'on a eu un désaccord stratégique, à savoir est-ce qu'on allait dans l'article 7, est-ce qu'on atteignait l'article 7 ou pas, qui est l'article du report de l'âge. Et il y avait des désaccords et on n'a pas su les trancher. Et en fait, Pourquoi vous n'avez pas su les trancher? Hier, sur Public Sénat, tu étais interviewé par Public Sénat, tu as dit, oui, on faisait 2-3 réunions par jour, ouais. parfois avec les partis de la NUPES. Comment ça se fait que vous n'ayez pas réussi à trouver une position commune sur le sujet? Ça, enfin, je pense qu'il va falloir le raconter un jour dans l'histoire politique. Hein, mais finalement, on avait réussi à trouver une position commune qui était d'aller à l'article 7 et de ne pas le voter. Il y avait des avis divergents sur est-ce qu'il fallait le voter ou pas le voter. Mais on avait quand même une forme de consensus autour d'atteindre l'article 7. C'est-à-dire ne faire que la discussion et ne pas, à minuit, qu'il n'y ait pas le vote, quoi. Oui, voilà. Ce qui permettait de ne pas donner un coup au mouvement social, mais quand même d'aller au cœur de la réforme. Et puis, voilà, finalement, c'est pas ce qui s'est fait parce que LFI n'a pas retiré ses amendements. Et pourquoi ils l'ont pas fait? Ça, voilà, ce sera C'est parce à qu'ils avaient une discuter autre... avec eux. Mais ils ont eu un vote interne. Ils ont eu, je pense aussi, voilà, Jean-Luc Mélenchon n'était pas d'accord avec cette stratégie. Et moi, en fait, le bilan que je tire, et c'est un bilan qui est presque philosophique, c'est qu'est-ce qu'on représente dans cet hémicycle. Et pour moi, il était très important dans cette séquence de représenter le mouvement social. C'est-à-dire d'être la voix du mouvement social à l'intérieur de l'hémicycle. Et pour cela, je pense qu'il était important d'être même en phase avec le mouvement social dans son degré de mobilisation, dans ses mots et tout ça. Or, Laurent Berger comme Philippe Martinez avaient dit qu'il fallait que nous allions à l'article 7. Bon, c'est leur voix, évidemment, c'est pas la voix de tous les gens de la rue, mais c'était quand même la voix de ceux qui organisaient, qui soutenaient, qui tenaient à bout de bras ce mouvement social. Et donc voilà, pour moi, il y avait quelque chose d'assez important pour un mouvement qui est pour la première fois unitaire, etc., de danser un peu avec ce mouvement en étant dans l'hémicycle, de sorte que transparaisse aussi à l'extérieur que vraiment, une fois que nous sommes députés, nous n'oublions pas d'où nous venons et qu'en fait, nous sommes la voix de ça. Et ça, ça, je pense que c'est un peu raté, ouais. Alors, justement, tu parles d'être la continuité, enfin que les députés doivent être la continuité du mouvement social. Vous l'avez été en partie, au moins par exemple sur la forme. Oui, tout à fait. Quand on vous a entendu chanter dans l'Assemblée nationale les mêmes chants qui étaient repris dans la rue. On vous a entendu aussi
on va dire, tempêter contre Oui, le tout à fait. gouvernement à la hauteur de ce qu'on pouvait entendre dans les cortèges de manifestants. Roger Martelly, aujourd'hui, donc, qui est historien du communisme et qui est un des directeurs de la revue Regard, a publié une tribune dans Le Monde où justement il remet un peu ça en question, le fait qu'un parti ou que des représentants de la nation au Parlement doivent être dans la continuité du mouvement social. Il dit non, en fait, à chacun son rôle et que vous, votre rôle, c'est de faire de la politique. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est Bon. ça, c'est ça je trouve, la difficulté. Alors d'abord, il y a une question de forme, une question de fond, une question de stratégie. Sur la question de forme, qu'on râle, qu'on crie, qu'on hurle dans l'Assemblée, ça, enfin, moi, je ne supporte pas les critiques là-dessus. Parce que oui, c'est désagréable à entendre, ça, je doute pas de ça. Mais en même temps, l'Assemblée nationale n'est pas un salon de thé, n'est pas un endroit où on discute comme ça de l'avenir du monde. C'est un endroit où on se confronte. Et c'est bien qu'on se confronte parce qu'en fait, on a des projets de société qui sont radicalement différents. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça. Après, il y a une question de fond qui est qui représentons-nous? Et moi, je pense que précisément parce que nous sommes élus de la NUPES, ben, nous représentons ce mouvement social dans l'Assemblée. Et trois, la stratégie. Et donc, devons-nous être politiques ou pas politiques? Évidemment, nous n'avons pas le même rôle que les syndicats. C'est évident. Et nous n'avons pas la même manière de porter les choses, etc. Mais dans la mesure où il y a un mouvement syndical uni, dans la mesure où c'est un projet de société énorme, on se doit quand même de ne pas être hermétique au mouvement social. C'est impossible, ou alors sinon on ne les représente pas. Qu'on ait une stratégie politique, c'est indéniable, mais on ne doit pas être hermétique. Or là, je pense que ce que l'on a montré, c'est une forme d'hermétisme, et ça, c'est pas possible en fait. Pour moi, c'est vraiment... Enfin, c'est un sujet de fond en fait. Hein, ouais. Ce que pointe aussi Roger, c'est qu'il dit voilà, il y a eu un mouvement d'opposition en fait à la réforme des retraites qui était très clair, qui était très largement partagé dans la population française, mais il disait voilà, ça c'est un mouvement en fait qui clive. C'est-à-dire qui met d'un côté ceux qui sont pour la réforme et puis de l'autre côté ceux qui sont pas pour la réforme. Et il dit le rôle du politique, c'est aller au-delà en fait de la constitution de ces clivages. C'est aussi de rassembler. Il utilise le terme de il faut rassembler passionnément. Et ça, c'est vrai qu'on a l'impression de vous avoir écouté à l'Assemblée nationale que vous cherchiez aussi et sempiternellement le clivage plutôt que le rassemblement. Ce qui est aussi, vous êtes député de toute la nation, en fait, pas que des électeurs et des électrices qui tempêtent dans les manifestations et dont je faisais partie, hein, par exemple. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Alors, je suis pas d'accord parce que précisément ce truc de rassembler, d'aller au-delà de sa base, de ne pas assumer les clivages et donc l'adversité, c'est ce qu'a fait le PS en fait sous Hollande, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est décalé sur sa droite et il a dit on va rassembler, etc. Et ça sert peut-être pour être élu, mais à la fin, on perd aussi qui on est et ce pourquoi on a été élu. Donc moi, je suis pas complètement d'accord avec ça. Après, je pense que on aurait pu essayer de chercher des alliances à des moments, ce qu'on n'a jamais fait. Mais peut-être aussi parce que finalement, cette réforme, elle portait sur la valeur travail, qui est une valeur absolument essentielle et qui, pour moi, divise encore le paysage politique. Donc en fait, là-dessus, ça me semblait beaucoup moins facile que d'y aller, par exemple, sur des énergies renouvelables ou par exemple sur un projet de loi sur l'alimentation, qui clivent moins une vision de la société de droite ou de gauche. Et donc... voilà, je pense aussi que le texte en lui-même... Je pense pas qu'il s'agit de penser qu'il faille aller vers la droite, mais de dire en fait dans la mesure où il y a 80% des Français qui s'opposent à cette réforme des retraites, pourquoi n'essayer de représenter que la voix des plus excités, dont par exemple moi je fais partie. Moi je suis le genre de mec à gueuler dans les manifestations, voire à gueuler dans les médias, mais j'ai l'impression que vous avez fait que essayer de me représenter moi et mes camarades qui sont sur cette... Ça, c'est pas vrai, mais c'est toute la difficulté dans laquelle on a été, c'est que, par exemple, si vous écoutez sur les bancs du PS ou sur nos bancs, rares sont ceux qui ont élevé la voix. Moi, je l'ai fait, mais d'autres ne l'ont absolument pas fait. Et au contraire... du coup, on les a pas entendus. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est qu'on ne les a pas entendus et qu'ils ont été invisibilisés. Et en fait, c'est ça aussi la difficulté dans un hémicycle comme celui de l'Assemblée, c'est que si... tu as une position plus raisonnable, plus taiseuse, j'ai envie de dire, mais plus constructive aussi peut-être sur le fond, eh bien, on t'entend pas, tu n'existes pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'était pas simple en fait, les 15 jours n'étaient pas simples. J'aimerais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que tu as aussi développé dans l'interview à Public Sénat. En gros, tu t'es posé la question là de ce que c'était qu'un élu, mais tu te poses aussi la question de ce que c'est qu'un parti.
un parti politique ou slash un mouvement politique. Et quel rôle tu donnes aujourd'hui aux partis politiques? Surtout que là, par exemple, vous êtes, il y a 4 partis dans la NUPES. Euh, à quoi t'imagines que peut servir un parti? Aujourd'hui, moi, j'ai un peu l'impression qu'un parti, ça ne sert plus que à placer et élire des gens. En gros, c'est-à-dire qu'on est pour les prochaines élections, alors on réfléchit qui est-ce qu'on va placer pour la prochaine présidentielle, pour les prochaines sénatoriales, pour les prochaines je sais pas quoi, enfin, et que ça sert qu'à ça. Est-ce que ça peut servir à autre chose à un parti politique? Aujourd'hui, c'est clairement, ça sert à ça. Ça ne sert pas qu'à ça, mais ça sert quand même à ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est un lieu de pouvoir complètement noyauté, en vérité. C'est que derrière, il y a des enjeux de place. Comme ça, là, de manière très catégorique et caricaturale, j'ai envie de dire que pendant longtemps, les partis politiques étaient pensés comme des débouchés du mouvement social. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une sorte de continuité entre les mouvements sociaux et les partis politiques, et les leaders des mouvements sociaux ou des militants des mouvements sociaux pouvaient trouver un débouché politique au sein des partis qui après envoyait vers la sphère représentative l'élection. Bon. Aujourd'hui, les mouvements associatifs, syndicaux se méfient énormément des partis. Donc, je crois que l'avenir des partis, c'est de se mettre au service de ces mouvements sociaux, associatifs, syndicaux. Et c'est pour ça que c'était important, à mon avis, d'être à leur écoute pour leur montrer que nous leur étions utiles, en fait. Et je crois que c'est ça qui perd un peu les partis politiques, c'est qu'on se demande à quoi ils sont utiles en dehors de placer des gens. Et ce qui, évidemment, n'est pas reconnu comme, par tout le monde comme un bien commun et une utilité collective. Donc il faut trouver une autre utilité, et cette autre utilité, pour moi, c'est vraiment d'être au service des mouvements sociaux, d'amplifier leur voix. C'est pour ça que moi, je dis, par exemple, chaque fois que je rencontre des associations, des mouvements, etc., je leur dis, mais mon écharpe est à votre disposition. Moi, je suis la seule à pouvoir la porter, mais faites-la venir, parce que ça donnera plus de poids à votre lutte, à votre combat, et c'est à ça qu'on doit servir. C'est-à-dire que là, toi, tu ne conçois pas le parti comme étant un lieu où peuvent s'élaborer des idées. Les idées, elles s'élaborent dans les assos. Toi, tu dis juste, moi, je vais juste faire mégaphone. Alors, oui et non, parce que... Mais peut-être que c'est mon histoire personnelle qui veut ça, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait une richesse intellectuelle dans les mouvements aujourd'hui qui est bien plus importante que dans les partis. Je trouve que les partis sont très asséchés intellectuellement. Je ne vais pas faire de généralité, mais je pense que en fait, il y a même presque une espèce de truc où on tourne en rond sur soi-même en se disant, bah, on avait décidé ça en 2012, ça c'est la ligne du parti, et puis voilà, on se fige à cette ligne, on s'associe à cette ligne sans même l'interroger, cette ligne, en fait. Donc moi je trouve qu'au contraire, on a un truc de vase clos dans les partis intellectuels, quoi, vraiment. Et ça, presque, c'en est même une caractéristique assez forte, je pense. Et pour avoir fait des allers-retours entre le monde associatif, militant et les partis, je trouve que par contre, dans le monde militant, il y a un foisonnement intellectuel, il y a un foisonnement d'idées, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, tous les mots que j'ai posés dans le débat politique et qui ont fait des scandales à chaque fois, c'est des mots qui venaient du monde militant, en fait. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'ouvrir les portes et les fenêtres au travail intellectuel que produisent les milieux militants. Alors, pour ça, il faut aussi faire venir les militants. En fait. Alors justement, ton parti, Europe Écologie Les Verts, là, ils se sont lancés dans des états généraux de l'écologie populaire. Ça a été inauguré il y a quelques jours. Est-ce que tu vas t'impliquer là-dedans? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne manière justement de revivifier ce que peut être un parti, d'essayer je sais pas, de trouver des façons nouvelles d'élaborer ensemble et de construire ensemble un projet, en l'occurrence pour les écologistes? Bah, de toute façon, il faut s'interroger là, parce que je rappelle qu'au dernier congrès, on a eu 5300 ou 5600 votants. Enfin, je veux dire, vu l'importance qu'a l'écologie aujourd'hui dans la société, on peut absolument pas se satisfaire de ça. C'est même scandaleux en réalité, comme chiffre, en regard de l'importance de la situation. Donc oui, j'y jouerai ma place. Après, j'y occuperai ma place, j'y jouerai le rôle que je dois y jouer. Après... honnêtement, là, pour l'instant, je ne vois pas très clair dans quelle est ma place là-dedans, en fait. Je ne sais pas ce qui est attendu de moi vraiment, je ne sais pas, je vois pas très bien les contours que ça pourrait avoir, mais en tous les cas, si je peux être utile à ce processus, je le serai. Tu parles, depuis quelques jours, tu parles beaucoup de lancer l'acte 2 de la NUPES. Oui. Ça veut dire quoi?
Enfin, ça veut dire que la NUPES, elle est issue d'une négociation en urgence à l'issue de la présidentielle et que là, on voit bien qu'on n'est plus dans la même histoire. C'est-à-dire que la présidentielle est derrière nous. Et donc maintenant, il faut construire quelque chose qui soit quelque chose de l'ordre d'un partenariat sur le long terme. Mais moi, je voudrais insister sur une chose quand même sur la NUPES parce que, pour moi, là, on est à la veille, même H-1, d'une prise du pouvoir par le fascisme en France. Par l'extrême droite. Oh. Et en fait, si tu regardes le paysage politique, la NUPES est la seule chose qui puisse se constituer en une alternative crédible à cette extrême droite. Donc en fait, nous avons le devoir de ne pas rater cette affaire. Et pour ne pas rater cette affaire, parce qu'on le doit aux électeurs, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas de l'arrivée de l'extrême droite, qui ont peur de cette arrivée, et la seule possibilité pour qu'elle n'arrive pas, c'est que nous construisions une alternative crédible, solide et sur le long terme. Et pour que cette alternative advienne, il nous faut absolument trouver des modalités de coexistence, de coopération, de travail ensemble qui soit un peu solide. C'est-à-dire ça peut pas se faire comme ça sur une élection ou comme ça sur un projet de loi et puis tel ou tel parce qu'il a décidé ça ou parce qu'elle a décidé ça impose ses vues aux autres. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une gouvernance en fait à trouver à cela. Alors gouvernance c'est un terme managérial mais au moins une coordination qui nous permettrait de prendre des décisions. Parce qu'aujourd'hui il n'y a nulle part dans la NUPES où nous pouvons prendre des décisions qui soient légitimes en tant que décisions. Et ça, normalement il y a des réunions de groupe, je sais pas quoi, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Oui, mais il n'y a pas de vote, il n'y a pas de... Voilà, on échange et puis on essaye de trouver un consensus, mais il n'y a pas d'endroit où des décisions peuvent être prises. Donc en fait, il y a vraiment cet enjeu-là. Voilà. Et là, je pense que maintenant, il va falloir le penser, ou alors, si on ne le fait pas, alors il faut se dire qu'on ne sera jamais à la hauteur du mouvement fasciste qui se lève. Et qu'on aura une responsabilité dans l'histoire. Et moi, je ne veux pas de ça. Donc, si vous voulez, quand bien même certains ou certaines m'énervent des moments, et je pense que ça se voit et que je le dis, mais la question, c'est pas ça en fait, au fond. Au fond, c'est qu'on a un objet commun et que cet objet commun, c'est un objet politique essentiel et décisif dans l'avenir de notre pays. Et donc, on se doit de se dire les choses, mais on se doit aussi de construire ensemble. Et moi, je continuerai à construire. Voilà, vraiment. Et je le dis avec force. Mais j'entends, mais je vois aussi que ce projet commun, il a un peu de la NUPES, il a un peu de l'eau dans le gaz. Quand on voit à la fois le vote des communistes sur leur texte de base commune, où ils ont plébiscité Fabien Roussel, qui était plutôt sur une ligne, voilà, où la NUPES, il dit pas qu'il veut être en dehors de la NUPES, mais il prend quand même un peu ses distances. Les écolos, Marine Tondelier, elle a très clairement dit qu'elle voulait partir toute seule aux prochaines élections, qui sont les élections européennes. Le Parti socialiste, Nicolas Meyer-Rossignol, il a fait 50% quand même, et lui, pareil avec la NUPES, c'est un peu, on y va avec des pincettes. Et Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même toujours aujourd'hui le patron des Insoumis, quoi qu'il en dise, voilà, tape à bras raccourcis, par tweet interposé dans des meetings sur les autres acteurs de la NUPES lorsqu'ils prennent des positions dans l'Assemblée nationale. Donc, je sais pas, on a l'impression qu'il y a aucun des quatre, nonobstant toi et ce que tu viens de dire maintenant, qui ont l'air vraiment de vouloir bâtir ce projet commun. Alors, je veux bien que tu sois toute seule à dire bon bah allez, on va tous se réunir, mais ça paraît un peu compliqué en fait dans le moment présent. Même si, comme tu dis, l'urgence, elle est terrible et le fascisme, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est dans la difficulté, dans l'adversité qu'on reconnaît les uns et les autres. C'est-à-dire que qui veut vraiment combattre le fascisme aujourd'hui ? Ben voilà, c'est ça la question. Si vous voulez vraiment le combattre, on s'unit et on réfléchit même pas en fait. C'est-à-dire qu'on peut discuter entre nous, on peut ne pas être d'accord sur le rapport de force des uns des autres, on peut se foutre sur la gueule même, j'ai envie de dire, si il faut trouver des états de rapport de force au sein de listes, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, on a une exigence supérieure, on a un principe supérieur commun qui est d'empêcher Le Pen d'accéder au pouvoir. Et ça, en fait, si on ne pose pas ça sur la table, alors on se trompe complètement d'analyse sur ce qu'il faut faire. Parce que évidemment, si vous réfléchissez sur les européennes en disant moi je suis écologiste, donc je vais gagner 1 ou 2 voix si je pars en liste seule, alors que les autres sont sur leur liste, et donc j'aurai 1 ou 2 députés de plus, c'est vrai. Sur le papier, c'est probablement vrai. Est-ce que ça a un intérêt dans l'histoire de la France qui est en train de s'écrire ? Je dis non. Je réponds non à ça.
Tu parles donc de l'extrême droite et de sa potentielle arrivée au pouvoir. Hier, tu disais sur Public Sénat, c'est toujours Public Sénat, mais elle était très intéressante cette interview. Tu disais, j'arrive pas à comprendre en fait comment le RN peut tirer ses marrons du feu dans cette bataille des retraites, dans la mesure où ils ont été absolument nuls. Bon, je trouve que c'est allé un peu vite quand même dans l'analyse de ce qu'a proposé Marine Le Pen et le Rassemblement national, parce que moi, vraiment, je les combats de toutes mes forces, mais je vois aussi que ils ont proposé des choses. Par exemple, le discours de politique générale là, de Marine Le Pen, lorsqu'elle est montée à la tribune pour expliquer son opposition à la réforme des retraites, ben, j'ai trouvé que même si vraiment je déteste tous les points de ce qu'elle a détaillé, il avait de la gueule en fait. Elle a fait un projet pour la France, elle a dit natalité, réindustrialisation, compétitivité. Bon, on peut estimer que c'est n'importe quoi et on est tout à fait contre, mais ça a de la gueule en fait. Je veux dire, ça ressemble hélas à quelque chose. Et tous les débats, tous les députés RN, etc., les élus RN qui vont dans les médias, lorsqu'ils tiennent des discours de syndicalistes, parce que parfois ils tiennent un discours de syndicaliste quand même sur les plateaux, ils oublient la question de l'immigration. On a l'impression que parfois c'est même je sais même pas où est-ce qu'ils mettent l'immigration. Parfois, ils reviennent un peu avec la natalité, mais ça ressemble à quelque chose. Et aujourd'hui, force est de constater, quand on regarde les études, il y en a encore une aujourd'hui de l'IFOP, en gros, il y a ces 43% des gens qui sont contre la réforme des retraites qui trouvent que Marine Le Pen est une issue, enfin, fait bien le boulot, en gros, à l'Assemblée nationale. Et pratiquement à égalité avec les partis de gauche. Donc, elle tire ses marrons du feu. Et toi, tu comprends pas. Non, je comprends pas. Enfin, je comprends des choses, évidemment, mais je comprends pas que Mais alors, d'où les ça vient? députés. Non, mais alors, je vais te Ouais, répondre vas-y. en deux temps. Le premier temps, c'est que les députés RN ne font pas le job. Enfin, ça, je crois qu'il faut quand même se le dire. Il faut le poser. C'est-à-dire que c'est vraiment scandaleux. Ils ne sont même pas présents dans les commissions affaires sociales. Quand ils prennent la parole, c'est souvent balbutiant ou à côté de la plaque. Enfin, je veux dire, à part deux ou trois qui s'en sortent, sinon, globalement, quand même, le groupe est assez inexistant. Bien. Deuxième chose, et donc deuxième temps de réponse à ta question, c'est que, en fait, et c'est en cela qu'il y a un danger RN réel, c'est que le RN, finalement, comme nous, j'ai envie de dire, pose la question de la fin du libéralisme. Mais sauf que eux le posent avec la question du nationalisme. Et ce que je trouve dangereux dans le RN, c'est qu'ils agitent d'une main la question de l'immigration, de la xénophobie, du racisme, du grand remplacement, pour mieux soutenir les intérêts économiques à côté, et notamment les grandes entreprises. Et ça, en fait, il faut le comprendre, ce truc-là, pour comprendre quel est le danger du RN. Parce que si vous regardez Bolsonaro, si vous regardez Trump, si vous regardez, mais même Meloni ou Viktor Orban, en fait, ils ont cette caractéristique d'avoir agité le racisme à chaque fois et la lutte contre l'étranger, mais pour servir des intérêts économiques. Trump, il n'y a jamais eu autant de permis d'explorer l'Alaska, sous Bolsonaro, il n'y a jamais eu autant de permis de détruire la forêt amazonienne, par des grands groupes qui font par ailleurs de l'évasion fiscale, etc. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et nous, notre lutte contre le libéralisme, c'est une lutte par le fait de ramener les gens qui s'enrichissent du libéralisme dans le bien commun. Et donc de limiter les intérêts économiques par rapport aux intérêts du peuple. Et en fait, c'est ça la question. Et que pour nous, ça n'est pas l'étranger le sujet. Le sujet, c'est celui qui s'enrichit indûment en exploitant les autres. Et en fait, voilà, c'est pas le même raisonnement. Mais ce sur quoi je veux alerter, c'est que sur le RN, il y a vraiment un danger entre ce qu'ils affichent comme ça et ce qu'ils agitent pour soulever les foules et la réalité de ce qu'est leur idéologie. Et c'est pas la même chose. Et la réalité de leur idéologie, c'est qu'ils soutiennent les intérêts économiques, y compris des plus grandes fortunes. D'où Bolloré, d'où le MEDEF qui récupère quand même un peu des arguments du RN, on l'a vu sur la natalité, et d'où aussi les votes du RN à l'Assemblée, où dès qu'il s'est agi de confronter les entreprises, de mettre une conditionnalité aux aides publiques, etc., ils s'y sont toujours opposés. Toujours, toujours, toujours. Non, mais je vois bien la différence, mais comment tu expliques dans ce cas-là le fait qu'en ce moment ils font qu'augmenter en fait dans les sondages, genre les gens les trouvent de plus en plus cool, de plus en plus intéressants, et ils adhèrent de plus en plus à leurs idées pourries. Mais parce qu'il y a une banalisation du RN.
Il y a une Mais banalisation. donc c'est la faute On à est qui? passé. La faute aux réseaux sociaux, aux médias, je sais pas, à nous tous Mais collectivement. la faute à un ensemble de choses. Il y a une chaîne CNews qui a l'équivalent de Fox News aux États-Unis, balance non-stop, 24 heures sur 24, des idées d'extrême droite. Il y a eu le candidat Zemmour, dont je finis par penser qu'il a quand même bien servi Marine Le Pen en réalité, puisqu'il a fait passer Marine Le Pen comme une espèce de gentille d'extrême droite quand lui était un affreux. Et par ailleurs, il y a aussi LREM qui favorise l'accession du RN à l'Assemblée nationale et à la présidence de l'Assemblée nationale. Je rappelle que quand un député RN préside l'Assemblée nationale, préside les séances, ça banalise complètement l'idée que le RN puisse intégrer les institutions. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc oui, il y a un ensemble de choses. Et puis il y a la fin d'un système économique dont tout le monde perçoit qu'il est essoufflé, qu'il est à bout de souffle, et dont les gens ne voient pas quelle sera l'issue. Et ça aussi, c'est une source de peur pour bien des gens. Donc voilà, c'est un cocktail explosif. Tout cela est un cocktail explosif. Et donc toi, ce que tu dis, enfin pour affronter ça, pour affronter ce danger imminent, c'est déconstruire un par un leur argumentaire ou en gros, comme tu viens de le faire, en disant attention derrière, enfin ils avancent masqués et ils veulent défendre les intérêts économiques des plus puissants. Oui et non, enfin je fais ça évidemment, mais aussi, et je l'affirme, et je le dis dès qu'il m'est possible de le dire, je ne voterai jamais, 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 jamais un amendement du RN ou une proposition de loi du RN. Et quand je le dis, ça choque. J'ai énormément de messages derrière de gens qui ne sont pas forcément des électeurs RN, mais qui me disent, je ne comprends pas votre position. Mais je le dis, et volontairement, du coup je choque aussi des personnes, pour montrer que ça n'est pas un parti comme les autres. Et ça, Ça choque aussi chez les députés. Est-ce que là, pour le coup, dans les députés de la NUPES, vous êtes tous d'accord sur ça ou il y a quand même des débats? Alors, on n'a pas eu des débats spécifiquement là-dessus, mais je sais qu'il y a plusieurs fois où, par exemple, il y a des députés LFI qui hésitaient, notamment sur, par exemple, la motion de censure, notamment sur la motion référendaire, par exemple. Et je comprends en plus qu'ils hésitent. Enfin, je veux dire, si on a une stratégie purement électoraliste, il faut ramener des électeurs du RN vers nous. Donc, quelque part, le fait de voter ça permettrait aussi sans doute de faire venir quelques personnes vers nous. Mais pour moi, ça c'est anecdotique par rapport au fait que l'on valide leurs idées et qu'on valide leur positionnement. Et ça, vraiment, pour moi, je sais pas comment le dire, mais qui ait toujours été très attentive à tout ce qui a fait monter le fascisme dans l'histoire des pays qui ont connu le fascisme, je dis là, nous sommes dans une zone très, très dangereuse. Et donc, c'est dans ces moments très dangereux qu'il ne faut surtout pas franchir la ligne rouge et qu'il faut au contraire réinstaller cette ligne rouge, la repeindre en rouge vif, comme tes bottes. Dernière question, Sandrine. La prochaine grande étape du mouvement social et de la bataille politique, c'est à partir du 7 mars prochain, avec des grandes manifestations, des grandes grèves qui sont organisées partout dans le pays. Qu'est-ce que tu en attends? Est-ce que tu penses que aujourd'hui, malgré l'outil législatif en fait qui a été utilisé par le gouvernement, c'est-à-dire ce fameux 47.1, cet article 47.1 de la Constitution qui permet que tout soit raccourci et qu'en plus ça ne revienne pas vraiment à l'Assemblée nationale. Vous avez juste à valider ou pas le texte qui va sortir de la commission mixte paritaire après le passage au Sénat. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même aujourd'hui la possibilité de faire reculer le gouvernement sur cette réforme des retraites, ou est-ce que c'est cuit et il va falloir et la promesse c'est plutôt de dire bon bah collectivement donnez-nous le pouvoir en 2027 et on retirera cette réforme des retraites, on repassera à 60 ans. Mettez-nous au pouvoir en 2027, quoi qu'il se passe, mais là de toute façon le retrait de la réforme ne se passera que par un rapport de force de malade avec la rue. Il n'y aura que ça. Donc le 7, il faut vraiment, vraiment que le pays soit totalement bloqué. Et même, j'ai envie de dire que ça ne soit que le début d'un blocage, en vrai. Donc il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Après, je pense Et ça viendra ça viendra pas de l'Assemblée nationale. Du gouvernement, pardon, oui. C'est pas possible. C'est pas possible, on l'a vu, sinon ça serait déjà fait. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que... Du coup, on l'a pas vraiment vu. Parce qu'il n'y a pas eu de vote sur l'article 7. Enfin, on a vu que c'était pas possible. Sur le...
sur le gouvernement, je pense qu'il faut bien comprendre aussi que les députés Renaissance ne sont pas tous non plus à fond derrière la réforme. Hein. Enfin, je ne crois pas. Et je pense qu'il y en a qui hésitent et qu'il y en a qui se posent beaucoup de questions sur comment ils vont retourner vers leurs électeurs avec un projet de loi comme ça. Donc, je pense le gouvernement assez fragile en fait sur ses bases. Donc, c'est le moment où il faut appuyer. Voilà. Et c'est le moment où il va falloir vraiment montrer la force de la rue. Eh ben, tous dans la rue à partir du 7 Et mars. le 8 pour la manif féministe. Exactement. On fait d'une pierre deux coups. Salut Sandrine. À bientôt.